Salut les potes, c'est Teddy, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui je suis genre ultra content, je suis ultra excité parce que c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, c'est une vidéo que vous attendiez, que vous me demandiez et enfin ça y est, elle est là. Donc une vidéo sur, roulement de tambour, la justice prédictive. Parce que c'est vrai que quand on parle des legal tech, le premier sujet qui vient à l'esprit, c'est la justice prédictive. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui cristallise de ouf des fantasmes. On parle de perte de l'indépendance des magistrats, on parle de justice qui est robotisée, alors qu'en réalité, mais juste absolument pas! Non, la justice ne sera jamais prédictive. Parce que c'est vrai, j'ai du mal à imaginer un magistrat se faire dicter sa conscience par une IA, par un algorithme. Non, les magistrats resteront indépendants, je vous rassure. Et la justice prédictive, c'est surtout un outil d'aide à la décision pour les avocats, pour les magistrats. Et c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est pour vous montrer, voilà, en pratique, comment ça fonctionne, comment sont faits les algorithmes, que c'est pas quelque chose qui est magique, c'est pas quelque chose qui est un petit peu occulte, mais au contraire, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Mais avant de commencer, je vous le rappelle, comme toujours, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez la petite cloche et suivez-moi sur les réseaux LinkedIn et Instagram. Je poste beaucoup d'actualités sur le droit, sur les legal tech. En fait, s'abonner, voilà, c'est peut-être un petit geste pour vous, mais c'est ultra important pour moi parce que ça me permet de continuer d'être contacté par les startups, par les boîtes, pour vous tester des meilleures solutions et vous offrir un contenu toujours plus pertinent. Et les amis, dans cette vidéo, je vais illustrer mon propos par un test de la startup Caselaw Analytics, qui est en fait une legal tech qui permet de faire non pas en fait de la justice prédictive, mais qui permet de quantifier l'aléa judiciaire. Mais si je devais commencer concrètement à débroussailler le terrain, je vous dirais qu'il y a deux manières principales de faire de la justice prédictive. C'est soit de la statistique, soit de la probabilité. Et en fait, tout d'abord, la statistique, c'est ultra simple. En gros, c'est prendre une population donnée, qui sont les décisions de justice, en extraire des familles, donc des critères, et ensuite regarder ce qui s'est passé. Et donc voilà, la statistique, l'avantage principal, c'est que ça permet en fait de travailler, d'apprécier des résultats sur des grandes masses, sur des millions de décisions de justice. Mais voilà, la petite limite de la statistique, c'est que ça impose d'avoir un grand fond documentaire. Alors si dans certains domaines du droit, il y a peu ou pas de jurisprudence, ou s'il y a une nouvelle norme légale ou réglementaire qui passe, et en fait, ça devient difficile d'apprécier des tendances. Et ensuite, la deuxième méthode, et c'est là-dessus qu'on va insister dans la vidéo, c'est la probabilité. Et en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la probabilité, c'est pas quelque chose qui est tout jeune, mais ça vient en fait de Galilée qui avait théorisé ce qu'on appelle le modèle mathématique. Et en fait, c'est comme ça que Caselaw Analytics fait de la justice prédictive, enfin, même si j'aime pas le terme. Et travaille en 4 phases. D'abord, il y a la phase d'intelligence juridique, donc là, c'est réfléchir, analyser comment le magistrat peut raisonner. Ensuite, il y a la phase d'analyse de la base de données, donc analyser la jurisprudence dans différentes thématiques très ciblées. Ensuite, il y a la phase d'intelligence artificielle et enfin une phase de vérification. Mais déjà, dans la première phase, qui est celle de l'intelligence juridique, le principe c'est qu'on va prendre différents domaines du droit. Ça peut être par exemple le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ça peut être la clause de concurrence, ça peut être la rupture des relations commerciales. Et là, on va regarder comment le juge va raisonner dans tel ou tel domaine. On va essayer de rentrer dans la tête du juge et déterminer à partir de ça quels sont les éléments qui sont pertinents, quels sont les éléments qui sont déterminants pour rendre son jugement. Par exemple, en matière de clause de non-concurrence, par exemple, l'idée c'est de se dire, voilà, le juge, quand il va apprécier la validité d'une clause de non-concurrence, il va regarder le périmètre de la clause, il va regarder la durée de la clause, il va regarder la contrepartie financière. Et là, l'idée c'est vraiment analyser quel est le degré de prise en compte des différents critères, quels sont pour lui les éléments qui sont bloquants, qui sont déterminants et qui entraînent la validité ou pas de la clause. Je sais que chez Caselaw, je crois qu'il y a à peu près entre 30 et 150 critères par domaine du droit et il y a à peu près 15 domaines du droit qui sont couverts. Mais après, c'est un petit peu évident, mais dans ces différents critères, il y a des critères qu'on va volontairement écarter. Ça peut être des critères qui sont discriminatoires. Là, par exemple, je fais référence au nom, au sexe, à la couleur de peau. Et ensuite, deuxième phase, qui est la phase de la base de données. Et là, en fait, une fois qu'on a déterminé les critères, l'idée, c'est de se plonger dans le fond de la jurisprudence. Et en fait, la force de la probabilité, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir plein de jurisprudence, mais d'avoir de la jurisprudence qui est pointue et exhaustive. Et ensuite, pour cette phase d'analyse, il y a un process en 5 étapes. Et donc la première étape, en fait, c'est schématiquement la machine, donc leur intelligence artificielle, qui sait lire, qui sait comprendre, qui sait extraire le langage naturel, va lire les différentes jurisprudences, déterminer les différents critères, les identifier, et ensuite extraire les éléments importants. Et ensuite, à partir de là, et je trouve que c'est pas mal, et ça montre qu'il y a aussi un peu d'humain dans le processus, c'est qu'il y a un juriste qui va relire les différentes décisions, et qui va compléter et vérifier. Ensuite, il y a un petit retour à la machine qui va revérifier le travail du juriste, ajuster.
Ensuite, rebelote sur un juriste, mais un juriste senior qui va s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur, qu'il n'y a pas eu d'impasse. Et ensuite, une dernière couche de vérification par la machine. Mais moi je vais le dire, très honnêtement, j'ai été vraiment surpris par cette méthode parce qu'il y a certes peut-être pas masse de jurisprudence, mais c'est de la jurisprudence qui est plus précise, qui est plus qualifiée dans des domaines particuliers du droit, et surtout il y a ce double check de l'humain à 2 reprises qui permet en fait vraiment de s'assurer qu'il n'y a pas eu d'impasse et que l'algorithme est vraiment pertinent quoi. Et ensuite les amis, on va arriver à la 3e phase qui est la phase d'intelligence artificielle. Et là l'idée c'est faire un petit peu comme au poker. C'est-à-dire qu'on va montrer à la machine qu'est-ce qu'est un carré, qu'est-ce qu'est qu'une suite royale. Ça c'est nos différents critères. Et ensuite la machine va regarder plein de parties et va analyser et apprendre la stratégie de chaque joueur. Mon accent italien est dégueulasse. Je l'assume. Et donc là les amis en fait c'est pareil. C'est-à-dire que voilà, je te donne les critères, je te donne les valeurs et la machine va chercher à retrouver la formule mathématique pour arriver au même résultat que le juge. Et ensuite la machine va générer des décisions de justice. Concrètement c'est 100 décisions qui ont été rendues par 100 juges et je t'explique quelles a été les différentes décisions rendues et quelle a été la différente motivation à chaque fois. Donc voilà, en fait, vous l'avez compris, ce que la machine va simuler, c'est pas la décision de justice, parce que le juge reste indépendant, mais c'est l'aléa judiciaire. C'est quelles sont toutes les possibilités de décision de justice qui peuvent être rendues avec cette espèce d'aléa humain, cet aléa judiciaire qui est naturel et même qui est sain dans la justice. Et ensuite, il y a la 4e phase, c'est la phase de vérification. Et ça, en fait, le but, c'est de tester la pertinence de l'algo. Et c'est ce qu'on appelle en fait un ensemble de tests et un ensemble d'apprentissage. Et en fait, le principe, c'est qu'on va donner au robot un ensemble de décisions qu'il n'aurait jamais vues. On va lui dire « Hé toi, comment t'aurais jugé dans cette situation ?» Et ensuite, on va comparer avec la réalité. Et ça permet en fait de déterminer le taux d'erreur de l'algorithme et puis de le perfectionner. Et donc c'est pour ça que depuis le début les amis, je vous dis que c'est un outil d'aide à la décision et pas un outil de justice prédictive. C'est-à-dire qu'il y a toujours un taux d'erreur. Et donc voilà, on va passer à la 2e partie de la vidéo qui est mon traditionnel test de LegalTech, et là le test de Case Law Analytics. Et donc comme toujours, je mettrai en avant les points faibles et les pistes d'amélioration. Mais déjà on va rentrer dans la solution. Donc déjà la première chose qu'on va faire, c'est lancer une requête. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va choisir une thématique juridique. Donc ça peut être licenciement sans cause réelle et sérieuse, ça peut être clause de concurrence, ça peut être rupture brutale des relations commerciales. Et ensuite on va remplir un questionnaire. Et en fait c'est vraiment appréciable je trouve de remplir ce questionnaire parce qu'on voit qu'à chaque fois le questionnaire est adapté à chaque situation. Par exemple il y a plusieurs possibilités, on peut cibler plusieurs types de réponses, et puis surtout on peut vraiment remplir chaque motivation juridique, les différentes situations factuelles, et je trouve qu'il y a un vrai effort de sophistication pour coller à la pratique professionnelle et à la réalité du droit. Et ensuite, une fois qu'on a fini de remplir le questionnaire, le résultat est divisé en plusieurs parties. Il y a d'abord la quantification du risque, donc le pourcentage d'obtenir ou pas gain de cause, et je trouve que le diagramme de provision est extrêmement intéressant, et c'est très utile je pense dans tout ce qui est secteur assurantiel pour savoir vraiment avec exactitude quel va être le montant à provisionner. Ensuite, il y a la motivation, donc on va voir sur champ juge quels ont été les différents fondements les plus retenus. Et ensuite, il y a la jurisprudence. Et pour le coup, ce que je trouve bien, c'est que c'est assez visuel, c'est-à-dire que plus la bulle est grosse, plus on va coller à chaque situation. Et à chaque fois, il y a une synthèse de l'arrêt, et je trouve que ça, c'est vraiment plaisant parce que ça facilite le travail de lecture. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment jouer sur les critères, jouer sur les tendances, pour regarder au fur et à mesure les résultats et pouvoir améliorer, pouvoir sophistiquer sa stratégie juridique. Et ensuite, c'est possible de générer un rapport qui est une forme de synthèse des différents graphiques, des différents résultats, pour faire de la pédagogie sur l'estimation du risque juridique. Et je trouve que c'est extrêmement utile, notamment quand on bosse dans un cabinet par exemple anglo-saxon, avec des clients anglo-saxons, tu fais un audit, et tu vas annexer le rapport en première page de ton audit, et je trouve que ça peut jouer sur la confiance, ça joue sur le caractère un peu professionnel de l'audit, et ça apporte des éléments statistiques, chiffrés, et ça, c'est pour le client, c'est extrêmement rassurant. Mais ensuite, si je vais faire une petite synthèse des limites de Case Law, je dirais que la première limite, qui est aussi finalement aussi un petit peu sa force, on peut dire, c'est le fait qu'il y a peu de domaines du droit qui sont représentés. Certes, dans chaque domaine, on va beaucoup plus loin, mais pour le coup, si on ne pratique pas les domaines d'activité qui sont prévus par Case Law, la solution n'a pas beaucoup d'utilité. J'aurais aimé avoir peut-être plus de pédagogie, d'explication sur comment lire les graphiques, comment interpréter le résultat. Éventuellement aussi avoir des phrases types. Et ensuite c'est pareil, plus d'explications au fur et à mesure pour pouvoir vraiment jouer sur les critères et puis déterminer la stratégie. Ensuite je trouve que le rapport est un petit peu limité niveau design. Moi je pense qu'il y a peut-être un travail à faire sur la mise en forme de ce rapport, sur l'export, pour vraiment faire un outil business, un outil de relation client. Et ensuite un UX peut-être un peu complexe, je trouve qu'il y a un peu trop de clics.
En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur la justice prédictive, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Allez, à bientôt.